Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Et toi, qu'est-ce que t'en as à foot avec un autre grand nom du football belge, Éric Deflandre. Allez, bonjour. Merci beaucoup Avec plaisir, avec plaisir. de m'accorder une heure de ton temps comme ça, Ouais, ça fait plaisir. gracieusement. On va revenir un peu avec toi sur ta carrière de joueur, ta carrière de l'autre côté du miroir en tant qu'entraîneur, et puis un peu, comme d'habitude, les aspects de la vie privée, comment on gère ça, comment on se prépare à l'avenir du foot, Ouais, etc. bien, avec plaisir. Donc, tu es né en 73, Ouais, l'année de tes 50 ans. 50 ans, voilà, c'est fait, j'y suis. J'ai passé un cap. Et pourtant, tu es encore fit, plus que moi. Ça va, ça va. On essaie de s'entretenir encore, mais bon, ça devient dur. Au niveau des mollets, tout ça, ça trinque un peu. Ça a trinqué pendant des années. Là, un peu, c'était dur. Et puis là, maintenant, j'aime bien encore. Je suis encore quelqu'un qui aime bien courir, mais là, j'ai de plus en plus de mal au niveau de douleur mollet. Donc voilà. Mais oh, c'est agréable quand même. On est quand même toujours occupé quand même malgré tout sur les terrains de foot, donc on bouge quand même énormément et même si on ne court pas comme les joueurs, ben nous on fait quand même beaucoup de kilomètres rien qu'en plaçant le matériel et rien qu'en gérant les entraînements. Ouais, c'est ça, les 10 000 pas par jour. On les fait facilement. Il y a une question que j'adore poser, c'est tu as signé ton premier contrat pro en 91 à Liège. À Liège, ouais. Quel souvenir tu gardes de ce moment-là? Bah évidemment, pour moi, c'était un rêve. Au fait, en équipe de jeunes, je pensais pas trop à ce que j'allais faire plus tard. Donc j'étais pas du tout borné sur le football pour me dire un jour je serai pro. J'ai vraiment commencé à Liège ma carrière en tant que jeune. J'ai d'abord commencé à Wandrunion, le club où j'habitais pendant 1 an et demi. Et puis alors j'ai eu la chance d'aller au Football Club Liégeois et de faire partie des équipes minimes, cadets, scolaires, juniors. Et puis je suis arrivé jusqu'en équipe première. Mais avant mes 16-17 ans, j'étais pas dans ma tête à me dire mon rêve c'est de devenir joueur de football. Ok. Je faisais ça vraiment par pur plaisir parce que j'avais envie de faire une passion. Je ne me sentais pas non plus spécialement plus fort que certains qui étaient dans l'équipe. Donc je me voyais pas du tout faire une carrière professionnelle. Il a fallu vraiment un concours de circonstances qui a tourné en ma faveur pour commencer à avoir la chance d'être en équipe première parce qu'il faut savoir que c'est les deux backs gauche alors que je suis droitier et c'est les deux backs gauche qui se sont blessés en même temps. Ok. C'était Philippe Langlois et Manu Godefroy. Oui, oui. Et ils se sont blessés en même temps, deux grosses blessures au niveau du genou de 4 et 6 mois. Et c'est Eric Guérès qui est arrivé et qui m'a mis arrière gauche pendant 6 mois pratiquement. J'ai lancé au fait de ma carrière comme ça. Okay. Et il faut beaucoup de réussite parce qu'il faut être présent au moment où on te lance. En plus, la réussite de jouer à une place et de réussir à m'adapter où j'avais jamais joué. Mais par mon tempérament, par ma façon d'être, Eric Guérès a adoré le profil de joueur que j'étais. Et puis alors, j'ai titulaire pendant 5-6 mois là-bas à gauche. Et puis quand D2 est revenu, qu'il a repris sa place, comme il était content de moi, il m'a mis au milieu de terrain défensif, à côté de Sunday au lycée. Et puis j'ai lancé ma carrière comme ça. Donc alors que si j'avais pas eu la possibilité de jouer au back gauche à ce moment-là, j'aurais peut-être jamais lancé ma carrière, j'aurais jamais été vu, j'aurais jamais été professionnel peut-être. Donc voilà, il faut rester certainement humble et savoir de où on vient. Mais c'est vrai que en équipe de jeunes, j'avais pas dans ma tête d'être vraiment spécialement un joueur professionnel, quoi. Et c'est fou parce que c'est venu avec le temps. J'ai l'image de toi et le souvenir de toi de quelqu'un d'hyper travailleur justement. Ah oui, mais pas. Qui se donne à fond. Mais ah oui, parce que au fait, c'était une passion. Ok. Et quand on est un passionné, au fait, je pense que on est tellement content et de courir derrière un ballon, on va dire pendant 1 h 30, 2 heures, on est tellement content de se jeter pour tacler dans la boue quand on est jeune. Ouais. Et c'est pour ça les mentalités, elles ont un petit peu changé à ce niveau-là. Je trouve que maintenant ils sont habitués à des terrains synthétiques, des choses. On va dire qu'ils ont un peu le cul dans le beurre maintenant quand même, parce qu'au niveau des installations, au niveau des terrains, beaucoup, au niveau de l'encadrement qu'ils ont, maintenant, avant on n'était pas encadré comme ça. Et si tu n'étais pas fort mentalement pour aller à l'entraînement le soir après l'école, dans la pluie, sur des terrains difficiles, voilà, tu réussissis pas. Ouais. Même un très bon joueur, il y en avait plein des très bons joueurs qui étaient certainement plus forts que moi au niveau technique. Mais moi, je suis passé au-dessus de tout et rien qu'avec mon tempérament et mon envie justement de
de mettre les chaussures de foot et de courir comme un gamin jusque quand j'ai arrêté ma carrière à 38 ans. J'ai couru comme un gamin aller pour essayer de prendre les ballons tout le temps. Donc, je prenais beaucoup de plaisir. Ah, mais c'est incroyable de t'entendre. Même quand t'en parles encore comme ça, on sent qu'il y a... qu'il y a une vraie passion. Bah ouais, oui, c'est ça. Voilà, le football, c'est ma vie. Je sais pas ce que j'aurais fait si en cas j'avais pas joué au foot. Je sais pas vers quoi j'aurais été parce que j'étais pas très doué à l'école non plus, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Mais voilà, j'ai eu la chance à 17 ans de signer mon contrat pro et ça m'a permis de faire une très belle carrière qui s'est construite avec le temps. Mais grâce à tous les clubs où je suis passé, grâce à tous les entraîneurs qui m'ont permis de jouer, bah voilà. T'as fait donc ton premier transfert à l'ancêtre du Berscott, c'était le Germinal Écureuil à l'époque. Ouais. Où ça se passe pas forcément bien, mais pas forcément mal non plus. Mais par contre, ça te permet de signer, d'éclore entre guillemets et de signer dans la foulée à Bruges. Ouais, j'ai signé 4 ans, j'avais signé 4 ans en quittant le Football Club Liégeois qui avait été relégué en division 3 parce qu'il y a eu des problèmes, il y avait la descente plus une amende pour donc on est descendu de 2 divisions directement. Et là, les meilleurs jeunes, comme Christophe Quinet, moi-même et d'autres, les meilleurs jeunes qui avaient un potentiel, évidemment que les clubs sont venus voir pour les chercher. Et là, je suis parti au Germinal Écureuil et j'ai signé 4 ans. J'ai fait 1 an et ça pour moi, au niveau personnel, ça s'est très bien passé. On a terminé quand même, je me rappelle qu'après le premier tour, on était 15e. Ouais. On a changé d'entraîneur, c'était Herman Elput qui était entraîneur, ça se passait pas bien du tout au premier tour, on était 15e sur 18. On a changé d'entraîneur et on a pris un entraîneur, Stan Ixil, qui venait de Pologne, qui avait joué en Belgique aussi, je crois au Berscott ou des trucs comme ça. Et ils ont été rechercher cet entraîneur-là et c'est un fou. Ah, c'est un fou. On courait comme des malades. D'accord. On courait sans ballon comme des malades pendant la préparation qui est arrivée au mois de janvier. C'est un fou. Il était tellement fou qu'il donnait 3 jours de congé par semaine avant. Donc, on avait match, par exemple, le samedi. On avait congé dimanche. On avait entraînement lundi. On avait 2 entraînements le mardi. On avait congé le mercredi. On avait un entraînement jeudi. On avait un entraînement le vendredi. On avait congé le samedi. On rejouait le dimanche. Donc, on avait 3 jours de congé par semaine. Et aux entraînements, on courait comme des malades pendant 2 heures, après le ballon ou sans ballon. Et on faisait des grosses séances. Et à la fin du championnat, on a terminé 3e. Donc on est monté de la 15e place à la 3e place. Okay. Écureuil s'est qualifié pour la Coupe d'Europe, qu'ils ont joué l'année après. Mais bon, moi je suis parti au club de Bruges et de là-bas je suis parti au club de Bruges 4 ans. Mais c'est un club qui a été un super bon tremplin pour moi en fait. Écureuil, c'était vraiment passé du Football Club Liégeois à ce moment-là, qui était relégué, qui avait des problèmes. Réussir à rester déjà en division 1 dans un club comme Écureuil, c'était top. Un club comme Écureuil qui avait pris des gars comme le papa Roger Lukaku qui était là aussi, avec Christophe Quinet, il y avait Bernard Wigria qui était venu avec moi là-bas aussi, qui était à Liège aussi. Donc on s'est retrouvés là. On a vraiment formé une famille là-bas, on avait vraiment un bon groupe. On s'entendait super bien les uns avec les autres. Et on a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, quoi. On a battu les gros chez nous. Et on est monté 3e, quoi. Donc c'était phénoménal la saison qu'on a faite quand même, malgré tout. Ouais, et moi, les premiers souvenirs que j'ai de toi, c'est à Bruges. C'est l'époque où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au foot. Et l'équipe que Bruges avait à ce moment-là, c'était l'épouvantail du football belge, entre guillemets. Ouais. Parce que à chaque poste, il y avait un monstre, entre guillemets. Ouais. Entre Verheyen, entre Van der Rest, Alens, C'était l'épouvantail du football à mes yeux. Ouais. Comment on sent gamin, parce que tu étais encore gamin à cette époque-là, comment on sent gamin au milieu de ce vestiaire-là? Parce que t'es liégeois, donc le néerlandais, t'en as parlé un peu à Écureuil à mon avis, mais c'est pas encore... C'était pas encore... non, je l'ai appris surtout quand je suis parti à Bruges, parce que je l'avais appris pendant 7 ans à l'école. Ouais. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure dans mon interview, je n'étais pas fait pour les études. Donc du coup, j'ai pas appris grand-chose sur 7 ans à l'école. Mais ça m'a permis, après, je me suis quand même marié avec une Flamande aussi, donc même si on parlait français à la maison, je me suis marié avec une Brugeoise.
Et on parlait que le français, mais je l'ai vraiment beaucoup appris au football, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que j'étais quelqu'un qui voulait apprendre aussi là-bas pour le fait d'être bien accepté aussi par les gens, par les supporters. Tu sais, on avait beaucoup de clubs de supporters, beaucoup de repas avec les supporters. Là-bas, c'était vraiment un club très très familial. Ouais. Et il y avait une fois tous les lundis, tous les lundis, une ou deux fois par mois, il y avait des réunions avec des clubs de supporters, avec des repas, des interviews. Et alors, plus tu prenais l'interview et le micro et que tu essayais de parler en néerlandais, plus les gens ils appréciaient. Ouais. Et pour finir, je parlais très très bien le néerlandais. Mais c'est sûr que c'est aussi ma personnalité à moi qui a fait que les joueurs comme Van der Rest, Allens, ils m'ont accepté dans le groupe. J'étais quelqu'un qui me battait aux entraînements et ça, je vais dire, il n'y a rien à faire. Les gens, les joueurs de foot, les personnalités du football, quand ils voient un gamin qui court comme un malade à l'entraînement pendant 1 heure et demie après un ballon ou pour empêcher un joueur de déborder, le tacler, ça ils apprécient beaucoup, quoi. Donc le tempérament, c'est ce qui m'a fait accepter dans les différents clubs où j'ai été, que ce soit un club flamand, que ce soit en France à l'étranger ou encore autre part, j'ai été accepté partout où j'ai été et je suis sûr que c'est ma personnalité. Déjà, je pense que j'ai une personnalité très, très, très agréable. Je vais vers les gens, j'aime bien le contact. Mais à côté de ça, j'étais un bosseur sur le terrain et ça, c'est quand même la priorité quand tu es dans le football, quoi. J'allais dire, on revient sur le côté travailleur, en fait, le côté travailleur passionné qui forcément plaît à ceux qui aiment le foot, quoi. Et puis, de Bruges, t'as retrouvé Geretz aussi. Comment j'ai trouvé ça? Quel rôle est-ce qu'il a eu dans ta carrière? Est-ce que c'est, comme certains joueurs disent, c'était un deuxième papa, ou est-ce que c'était plutôt le chef de navire ou très strict ou... Non, c'était un deuxième papa qui était très strict avec moi. Ok. Parce que il me comparait un peu à lui, au fait. Et il voulait à tout prix essayer de me former pour arriver un jour à me mettre au bac droit, quoi. Parce que quand j'étais à Liège, il m'a d'abord mis bac gauche, et puis il m'a mis milieu de terrain défensif. Et puis à Liège, j'ai pas vraiment joué arrière droit, je pense. Je crois que j'étais plutôt souvent au milieu de terrain. Et c'est seulement quand je suis parti avec Keren que j'ai commencé un petit peu à jouer à arrière droit ou ailier droit un peu. Mais c'est surtout à Bruges que là, j'ai été formé comme back droit. Et quand il est arrivé, il m'a comparé un peu à lui. Okay. Et il était tout le temps derrière moi. Donc dès qu'il y avait un truc, il me gueulait dessus. Mais ça m'a poussé vers le haut, quoi. Alors que j'étais déjà très très bien dans mon tempérament, il voulait à tout prix aller chercher le meilleur de moi-même aussi au niveau football, et ça m'a beaucoup aidé. Et je connais très peu de gens qui ont un mauvais avis sur Eric Geretz. En tant que des joueurs qui ont été sous ses ordres, je connais très peu de gens qui ont un mauvais avis de lui finalement. Bien sûr. Et d'ailleurs, il a été même accepté du côté du Standard et accepté du côté de Liège, et aussi par ses personnalités. Je pense que il a toujours donné tout pour le club du Standard à un moment donné, quand il y était pendant des années. Il a donné tout à Liège quand il est venu. Ça, les gens, ils apprécient. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a le truc où les gens passent au-dessus de ça en se disant, vraiment, parce que c'est son tempérament. Alors moi aussi, j'étais un peu pareil. Quand j'allais dans un club, je me donnais à fond pour le club où j'étais. Ouais. Et quand je partais de club, que ce soit un club à l'étranger ou un club du côté d'Anvers, je me donnais à fond pour le club où j'étais, quoi. Et justement, on va parler un peu de l'étranger, parce que t'as une époque où le Belge ne s'expatrie pas très bien, on va dire comme ça. Ouais. C'est vrai que c'est rare à ce moment-là. C'était dur à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup. Les Belges à l'étranger, il y avait Luis Oliver en Italie, il y avait Marc Wilmots qui était en Allemagne. Et Emile en Allemagne. Ouais. Il y avait Nilis qui pouvait, enfin c'était les Pays-Bas et Aston Villa. Il y en avait très peu. Ouais. Mais c'était rare, quoi. Ouais. Comment s'est passé ton transfert à Lyon? Parce que tu étais international à ce moment-là, il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu l'Euro. Il y a l'Euro, c'était pendant l'Euro, ouais. Ils sont venus te chercher pendant l'Euro? Pendant l'Euro, j'ai fait au fait j'avais des contacts avec Liverpool, Glasgow Rangers et Lyon pendant l'Euro, quoi. Okay. Donc là, il y avait des coups de fil de mon manager tout le temps pour un club, pour l'autre, et puis moi j'avais envie de me concentrer que sur les matchs de l'Euro. En plus, il y avait des problèmes de manager. Ouais. Donc il y avait des soucis au niveau de mon transfert un petit peu.
Et moi, j'en avais un peu marre. Donc, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, maintenant, vous venez avec du concret ou alors il faut arrêter de m'appeler tous les jours. Nous, on a des matchs à l'Euro, j'ai envie de me concentrer parce que dans les journaux aussi, c'était une fois de Flandre à Liverpool, une fois c'est de Flandre au Glasgow Rangers, une fois c'est de Flandre peut-être à l'Olympique Lyonnais. Et au fait, on voyait que ça dans le journal pendant l'Euro et moi, ça me gênait beaucoup. Et puis un jour, j'ai dit, maintenant on arrête de parler, vous venez avec du concret ou on vient pas, c'est bon. Et alors, j'ai joué le premier match contre la Suède où j'ai fait un très très bon match. Ouais. Et le lendemain, mon manager me téléphone en me disant qu'il y a l'Olympique Lyonnais qui veut venir directement me voir du côté de Liège. Alors j'ai demandé la permission au coach, Robert Wassèche, pour voir si je pouvais quitter une après-midi pour aller discuter avec les gens et passer les examens médicaux ici à Liège, à l'Institut Malvaux. Donc ils se sont déplacés à 4, donc il y avait le président, il y avait l'entraîneur, Jacques Santini, il y avait le docteur et une autre personne avec. Donc ils m'ont montré vraiment qu'ils avaient vraiment envie de m'avoir, quoi. Et moi c'était largement suffisant. Quand j'ai passé évidemment mes examens médicaux, tout était bon, et évidemment, vu que et alors j'ai signé mon contrat comme ça, en fait, après le premier match. Donc là, j'étais enfin libéré dans ma tête aussi pour finir mon Euro comme il faut. Et alors j'ai fait encore un très bon match contre l'Italie. Et puis alors il y a eu le match contre la Turquie où j'ai fini dans le but, quoi. Donc voilà, quoi. Mais grand moment aussi, parce que quand tu vois dans les statistiques après l'Euro que tu vois en grand titre de Flandre, le seul gardien de l'Euro à ne pas avoir encaissé de but, ça fait plaisir quand même. En préparant l'interview. Ah ouais, c'est fou. Hein. Ah ouais, non, mais ça c'est une anecdote que je peux raconter toute ma vie à tout le monde parce que c'est quand même phénoménal, quoi. Je veux dire, j'ai joué 15 minutes dans les buts, c'est vrai que j'ai pas encaissé de but, mais quand tu vois en grand de Flandre le seul gardien de but à ne pas avoir encaissé de but pendant l'Euro, ça fait bizarre quand même, quoi. Est-ce que, je fais une parenthèse avec la carrière internationale, est-ce que tu gardes un goût amer de cet Euro? Oui, totalement, parce qu'au fait, il y avait vraiment la place pour faire mieux. Même si on était tombé dans un bon groupe, parce que la Suède était une très très bonne équipe, il y avait des joueurs comme Lundberg, tout ça Larsson qui était très très bon, et on les avait battus 2-1 le premier match, donc on avait vraiment ouvert les portes de la qualification. Ouais, c'est ça. On se dit, il nous reste, en plus chez nous, dans notre stade, il nous reste l'Italie. Là, on savait qu'on partait pas favori du tout. Les Italiens étaient très très forts, c'est une très très bonne génération. On savait d'avance qu'on serait battu, à mon avis, contre l'Italie, même si tous les matchs sont à jouer. On avait fait un très très bon match contre les Italiens aussi, mais on avait perdu 2-0. Et puis alors, il nous reste le match contre la Turquie, où avec un seul point, on se qualifie, quoi. Et le match tourne totalement, on a des occasions qu'on loupe, et puis alors eux, la première occasion, ils marquent. Et puis le match tourne complètement en notre défaveur et les autres marquent pour finir un deuxième but, quoi. Donc on se retrouve à 10, exclusion de Philippe De Wiel, notre gardien, et c'est là que je vois l'entraîneur qui était dépité sur le banc, qui se dit on a déjà fait les changements, donc il n'y a plus de changements à faire. Il dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis ça va coach, je vais prendre les gants, quoi. Alors j'ai été dans le goal, quoi. C'est comme ça que c'est passé, mais c'est moi qui ai dit au coach c'est bon, j'y vais, parce que il savait pas quoi faire au fait. Je le voyais super embêté, quoi, et je lui dis ça va coach, j'y vais, tant pis, quoi. On parlait de maillot tantôt, tu l'as gardé celui-là? Non, je l'ai pas gardé, c'est De Wiel, non, je l'ai pas gardé, non. Ah, pourtant, il aurait pu être encadré. J'aurais pu, non, je l'ai pas gardé. J'ai même après le match, quand je l'ai jeté directement dans la malle avec tous les maillots, là, parce qu'on rendait les maillots en général. Non, je l'ai pas gardé, mais c'est vrai que j'aurais pu, ouais, en effet. Et puis, tu fais partie du projet lyonnais qui a massacré la Ligue 1 pendant 7 ans, qui a été construit aussi avec toi. Comment tu as vécu ça? Donc déjà, en tant que Belge expatrié, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Moi, je me souviens que je suivais... Intérieurement, je suis fan inconditionnel de Marseille. Donc, il y a une rivalité lyonnaise-Marseille, mais on ne pouvait pas s'empêcher d'être admiratif devant ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est vrai que... 7 titres de suite. Mais même pour toi, les 2 premiers titres, alors que Lyon n'avait plus rien gagné depuis 50 ans. Ouais, bien sûr. Ça devait être incroyable. Ça a été phénoménal parce qu'au fait, la première année, moi, donc j'arrive là-bas et quand j'étais discuté avec Jean-Michel Aulas, le président, et Marino Faccioli, directeur sportif, ils ont dit qu'ils voulaient vraiment
construire une équipe vraiment pour dans les 2-3 prochaines années arriver à gagner des titres. C'est ça. Parce que ça leur manquait tellement d'avoir, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas gagné de titres. Et ça leur manquait tellement qu'ils voulaient grandir. Et ils se donnaient 2 ou 3 ans pour grandir. Mais ça a été au fait super vite parce que la première année, on a fait un très mauvais début de saison. Ouais. Et puis alors, on a commencé à monter et puis on termine deuxième. La première année à Lyon, on termine deuxième, mais on gagne la finale de Coupe de la Ligue. On gagne la Coupe de la Ligue contre Monaco 2-1, que je ne joue pas parce que mon père avait fait un arrêt cardiaque une semaine avant. Donc j'ai été toute la semaine, je suis revenu en Belgique et je suis reparti seulement le samedi ou le dimanche à Lyon, alors que le match était le samedi soir à Paris. Donc je suis resté au chevet de mon papa pendant toute la semaine, mais voilà, l'entraîneur il comprenait totalement, j'avais pas la tête à jouer, voilà. Et puis pour finir, mon papa s'en est sorti, donc je suis retourné à Lyon évidemment faire la fête avec eux quand même. Mais la première année, on a gagné quand même un titre, on a gagné la Coupe de la Ligue. Et puis les 3 années suivantes, on a été champion de France quand même quand j'y étais. Puis après, je suis parti après 4 ans. Ils ont quand même encore été 4 fois à la suite, donc 7 fois champion de France. Moi, c'est vrai que j'ai fait partie du début et il y en a d'autres qui sont arrivés. Mais il y a des joueurs qui ont été 6 ou 7 fois champions. Quand on regarde l'effectif, quand tu y étais même, c'est pas l'effectif le plus flamboyant du championnat. Ah non, totalement. Par rapport à des équipes comme Marseille, Paris, à ce moment-là, ouais. Ils ont attiré Ronaldinho. Il y avait Ronaldinho, il y avait Rai, il y avait des solides joueurs. Je pense que Paris était très ou Rai, je ne sais pas s'il était encore de cette génération ou si c'était juste avant. Mais Paris avait des très bonnes équipes. Mais voilà, la première année, on n'avait pas trop de pression. Quand je suis arrivé en 2000, je suis arrivé là-bas. On n'avait pas trop de pression, mais on avait envie de grandir, mais petit à petit. Mais au fur et à mesure des matchs, on a commencé à prendre beaucoup de points en une fois. Et on s'est dit, oh là, on est en train de monter. On s'est retrouvé 4e assez vite, pas loin des premiers. Et puis pour finir, on est coiffé sur le fil par Nantes, je crois, qui est champion de France en 2000-2001. Et c'est Nantes qui a été champion. Et puis alors les années suivantes, on a vraiment dominé quand on était au-dessus. On gagnait tous les matchs tout le temps. C'était vraiment très dominant. Ouais. Tu as vécu un quart de finale aussi avec nous, un quart de finale de Ligue des Champions. Ouais. Contre le futur vainqueur Porto cette année-là. Ouais, c'était Porto, ouais. Ça aussi, j'en avais parlé dans une interview avec Walter Basseggio. Ouais, c'est la musique, Ligue des Champions, etc. rentrer sur le terrain, c'est un rêve de gosse aussi finalement. Ouais, je l'avais déjà entendu quand j'étais au club de Bruges parce que là, on était souvent qualifiés pour les préliminaires, on va dire. Et donc il y avait déjà cette musique qui tournait. Mais c'est sûr qu'à Lyon c'est différent parce que quand tu peux faire des stades comme Arsenal, Barcelone, Valence. Il y a eu il y a Celtic Glasgow qui est une de mes plus belles expériences en tant que joueur, franchement. J'allais te demander. Là-bas, ça a été une ambiance de folie, franchement phénoménal. Le match au Celtic Glasgow et le match à Barcelone, c'est vraiment pour moi deux moments ancrés dans ma tête. Et puis il y a eu Bayern Munich aussi. C'est des matchs exceptionnels à jouer en tant que joueur. Ouais. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'à l'époque, les joueurs qui étaient starisés l'étaient pour une bonne raison, que maintenant on est un peu plus dans entre guillemets à cause des réseaux sociaux, mais tu fais 2 assists, pouf, t'es déjà l'étoile montante du football, ouais, bien etc. sûr. Ouais, à l'époque, on avait plus d'images représentatives des clubs, genre tu cites le Bayern, Oliver Kahn, Effenberg ou des choses comme ça. Ouais, c'est sûr. Ouais. Que maintenant, c'est un joueur qui va faire 2-3 bons matchs, il va être starisé, il va s'éteindre et puis. Ouais, c'est le problème ça c'est aussi un peu le problème de la presse aussi maintenant, hein, parce que je pense que j'ai toujours tendance à dire que, comme tu dis, des fois tu as un joueur qui commence à jouer pendant 2-3 mois à un bon niveau, on le met directement en avant, on le met directement à l'étranger dans un club ou l'autre. Avant, c'était pas comme ça. Déjà, avant, il fallait d'abord te faire un bon nom en Belgique, dans le club où tu étais, avant d'être fort médiatisé. C'est ça. Maintenant, tu fais 3-4 bons matchs, comme tu viens de dire. Tu as ton nom qui circule déjà, alors qu'il y a beaucoup de blabla aussi. Hein. Et c'est les réseaux sociaux. Il y en a un qui va faire un article. Regarde l'article avec Adriano Bertaccini. Là, il y a quelqu'un qui a lâché dans la presse. Le prix
Le prix de Adriano Bertaccini est fixé à 1 million d'euros. Il va partir au prochain mercato ici. Alors que je suis sûr et certain qu'il n'y a jamais qui que ce soit qui a parlé de quoi que ce soit. Et c'est quelqu'un qui a lâché ça, et c'est un autre qui a repris. Et puis, tu sais, t'en as un qui lâche peut-être 400 000, et puis le suivant a lâché 600 000, et puis le 800 000, et puis 1 million. Je suis sûr que dans 2 semaines, il vaut plutôt 2 millions, hein, parce que... Mais non, mais après, voilà, il y a au fait, il le mérite parce que c'est un joueur qui est très important, qui fait un magnifique début de saison. Oui. Il est déterminant pour nous. Mais voilà, il faut calmer les choses parce que ça peut revenir que comme un boomerang dans l'autre sens si ça se passe pas bien. Donc autant calmer un peu les choses et le laisser profiter du bon temps qui passe pour l'instant, le laisser faire les matchs et continuer à prester comme il fait pendant 1 an parce que je trouve que quand tu prestes comme ça pendant 3-4 mois, c'est pas suffisant. Il faut rester à long terme pour pouvoir espérer. Voilà, pour moi, c'est ça. Je me permets une parenthèse sur le RFCL parce que j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que j'étais inquiet quand Jérémy Perbet a quitté le club. Et puis en termes de buteur, et puis en fait, Bertaccini, il touche très peu de ballons sur le match, mais les 3/4 de ce qu'il touche, c'est dangereux. Bah ouais, parce que j'étais super impressionné de joueurs que je connaissais pas du tout avant. Bah ouais. Et voilà, franchement. Non, c'est vrai, c'est un très bon joueur, mais Jérémy est un très bon joueur aussi. Et chapeau aussi parce que le nombre de buts qu'il a marqué pour nous, Jérémy, bah il en a mis un paquet quand même à son âge en fin de carrière. Ouais, c'est ça. Arriver à plus de 30 buts, c'est quand même phénoménal. Et mais bon, chapeau à Adri aussi parce que justement lui qui arrive et qui doit il passe derrière, quoi. qui doit faire aussi bien que Jérémy, bah c'est très compliqué. Ouais. Et il a réussi. Pourtant au début la préparation est très compliquée. Hein. On a une préparation où on a fait 7 ou 8 matchs. Je pense qu'il n'a pas marqué un but. Je crois que il a marqué le premier but en préparation. Je crois le dernier match de préparation, je crois. Il n'avait pas encore marqué dans tous les matchs de préparation alors qu'on lui avait donné beaucoup de temps de jeu. Donc il s'énervait. On connaît son tempérament, il s'énervait. On lui dit mais calme, on lui dit calme, Adri, tranquille, le championnat c'est bientôt. C'est sûr qu'un attaquant qui marque pas, il perd vite confiance. Surtout avec son caractère, son tempérament. Lui, il est là pour marquer des buts. Ah ouais. Mais il faisait ce qu'il fallait, il travaillait, tout ça, donc on savait bien que ça arrivait à un moment ou l'autre, mais c'est sûr qu'en championnat, depuis le début de saison, il est très déterminant pour nous, heureusement qu'on l'a, ouais. Et puis on va revenir sur ta carrière, on va parler de l'autre Liège un petit peu. Tu quittes Lyon pour venir au Standard. Tu quittes Lyon en pleine gloire, on va dire, parce que tu es encore au top. Est-ce qu'il y a une raison à ce transfert? Est-ce que il y a eu un aspect privé qui est rentré en ligne de compte ou... Non, pas un aspect privé. Je dirais à ce moment-là, au fait, il y a eu une grosse raison, c'est que moi, je voulais à tout prix rester à Lyon. Ok. Le club, ils m'ont pas. Au fait, j'ai été titulaire. J'ai joué plus de 130 matchs pour Lyon en 4 ans. C'est énorme, mais au fait. J'ai un journaliste au mois de janvier ou février qui m'a posé la question dans un journal lyonnais en me disant « Quoi Eric, tu arrives en fin de contrat au mois de juin est-ce que tu as déjà eu des contacts avec le club pour une prolongation ?» Alors moi j'ai dit plusieurs fois dans le journal « Non, moi évidemment je me sens très bien ici, j'ai encore envie de rester au moins quelques années ici. Je m'y sens très bien mais j'ai pas encore eu de contact avec le club. » Et bon ça évidemment, l'article très positif. Simplement, je disais que j'avais pas eu de contact. Et puis alors, au mois de mars, j'ai de nouveau un journaliste qui me pose une question. Et quoi maintenant? Alors que moi, depuis le mois de janvier, j'imagine que le président avait vu ce que j'avais dit. Ouais. Et au mois de mars, j'ai refait une interview. Et là, on se rapprochait évidemment du mois de juin où j'étais en fin de contrat. Et j'ai fait une interview en disant, écoutez, le président sait bien où me trouver. Si en cas il espère me garder au club, il va falloir qu'on se voit assez rapidement. Parce que moi, je commence à avoir 2-3 touches. Je suis un joueur qui va être libre au mois de juin. Je commence à avoir des contacts et j'ai pas envie d'attendre le dernier moment avec ma famille pour savoir où je vais. Moi, j'aime toujours bien les choses qui sont carrées, réglées. Ouais. Je n'aime pas d'être pris au dépourvu. C'est un truc que j'aime bien préparer un peu ce que je vais faire après. Je veux pas qu'on me téléphone aujourd'hui et qu'on me dise demain tu vas entraîner en Turquie ou tu vas entraîner en Arabie Saoudite ou un truc comme ça. J'ai horreur de ça. Il faut que je puisse me préparer mentalement et que je prépare tout ce qui va avec parce que j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, voilà.
Et donc, au mois de mars, donc, je fais une interview un peu plus large en disant que si le président ne me voit pas maintenant, bah, que je vais commencer à négocier avec les autres clubs. Et à ce moment-là, j'ai négocié avec Lille, avec Lens et le Standard qui est venu aussi. Ok. Donc, j'ai carrément dit dans les journaux que moi, je me donnais la porte ouverte pour négocier avec les autres clubs. Ce qui est honnête de ta part, parce que Ouais. dans le système du football, à partir du 1er janvier, s'il te reste 6 mois, tu peux déjà commencer à Voilà, parler. voilà, exactement. T'as Et quand même moi, attendu 3 mois. j'ai attendu 3 mois parce que mon intention, moi, c'était de rester à Lyon. Oui. Donc, tous les clubs, il y a Galatasaray qui est venu au mois de décembre ou au mois de janvier pour me transférer. J'ai dit non. J'ai dit non, que je voulais pas aller là-bas déjà. Et puis alors, j'ai attendu. Et c'est seulement au mois de mars que j'ai refait une interview, hein, Ouais. en disant que j'attendais un signe du club, ou sinon je discutais avec les autres clubs. Et au fait, il restait encore, à ce moment-là, il restait 8 matchs plus ou moins de championnat, et on jouait pour être champion. Donc, on avait des bonnes primes de match. Et moi, j'avais pas envie de me mettre le club à dos. Donc, j'ai commencé à négocier gentiment avec 2, 3 clubs, les clubs que j'ai cités. Et alors, c'est le Standard qui un jour est venu. Ils sont déplacés à Lyon avec Dominique Donofrio, il y avait Lucien, il y avait Michel Prudhomme qui était directeur sportif à ce moment-là. Et ils sont venus dans un restaurant là-bas à Lyon et on a mangé avec mon manager et la discussion s'est très bien passée. Et je savais que si en cas ils me voyaient, je savais que j'allais signer là-bas parce qu'ils allaient venir avec... ils s'étaient déjà arrangés par téléphone au niveau du contrat, donc partis sur un contrat de 3 ans. Et alors on a signé ce jour-là, donc le 4 avril. Ok. Donc on a signé le 4 avril et alors j'ai demandé simplement la seule chose, c'est qu'il restait encore à ce moment-là, il restait 6 matchs, plus 8 matchs, mais 6 matchs. Ils ne disent rien jusqu'à la Ouais, fin. et alors j'ai dit, la seule chose que je veux, c'est que ça ne sorte pas dans les journaux parce que moi j'ai 6 matchs, il y a 6 matchs importants que j'ai envie de jouer, et en plus j'étais titulaire, j'ai joué je crois les 6 derniers matchs. Et alors j'ai signé. Et alors je joue 2 matchs sur les 6 et il reste 3 ou 4 matchs à jouer derrière. Et là, on gagne, on va à Strasbourg et on gagne 0-4 à Strasbourg. On gagne et je fais un très bon match. Et à ce moment-là, après le match, il y a le président qui vient voir tous les joueurs et puis il vient, il me tape dans la main et il me dit comme ça, il faut qu'on se voit demain avec ton manager pour ta prolongation de contrat, qu'il me dit. Et là, je lui dis, ah ok, ça va, président, ok, ça va, on se verra demain. Je fais comme ça, je prends mon téléphone, je téléphone à Yves Barré, qui était mon manager à ce moment-là, qui est malheureusement décédé, mais qui a été un très très bon manager pour moi. Et je l'appelle et je lui dis, Yves, on est dans la merde. Il y a le président qui m'a demandé de prolonger, il veut te voir demain, enfin il veut t'appeler demain pour essayer de voir. Il me dit, ah ça va aller, tant pis, on va devoir le dire, et on va devoir gérer le truc. Ils se sont arrangés, il a téléphoné, ils se sont appelés, et puis alors il a prévenu le président. Donc le président, on s'est vu le match suivant alors, parce qu'on se voyait pas la semaine. Et le match suivant, j'ai discuté avec le président, je lui ai dit, écoutez président, je suis vraiment désolé aussi, mais j'ai fait plusieurs appels dans les journaux, moi j'avais pas envie. Il dit, ouais, mais moi, toi t'étais un dossier, je vais dire, normal. Ouais. Nous, on gérait plutôt les dossiers chauds. Donc plutôt les attaquants, les joueurs qu'il fallait faire venir ou pas venir. Ouais. Donc ils étaient sur plusieurs dossiers et moi j'ai voulu aller un peu trop vite que voilà. Et donc mais je lui ai dit au moins vous auriez pu me dire voilà, mais à partir du moment où j'ai dit au mois de mars, écoutez, je commence à négocier avec les autres clubs et que si en cas j'ai pas de réponse, je me laisse le droit de signer autre part. Oui, puis à un moment, c'est humain de Donc, penser aussi à toi, mon après-carrière aussi. Moi, je suis pas. Ton après-carrière. Et puis, je veux pas être. Voilà, je voulais pas être un second choix s'il prenait un autre joueur à ma place ou quoi. Voilà, moi, je voulais toujours jouer. J'aurais toujours voulu. Moi, tu m'aurais dit, par exemple, tu vas dans un grand club, mais tu y vas comme remplaçant. Je pense que j'aurais pas été. Hein. Ouais, parce que j'avais tellement la passion de jouer. J'avais la passion de m'entraîner, mais j'avais tellement de passion de jouer. Moi, je prenais du plaisir seulement quand je jouais, quoi. Donc faire, par exemple, ce que Ben Arfa a fait au PSG. Ah non, impossible, non. Allez, pour aller gagner deux fois plus d'argent et ne pas jouer, franchement, je reste où je suis. Et je joue et je profite de ma carrière au niveau où je suis, mais en jouant. On va revenir sur un bref passage sur le Standard. Donc, tu as amené avec Michel Prudhomme, entre autres.
les frères de Nofrio. C'est une équipe de malades pour l'époque. Ouais. T'as assisté à l'éclosion même de Witzel, Fellaini, de Four, Ouais, etc. Witzel, Fellaini, De Four, ouais, il y avait Il y a- Conceição, Rapaic, Rui Costa, ouais. On a une belle équipe. Il y a eu des autres, hein, Onyeu, Philippe Léonard. Bouchy et Philippe. Ouais, hein, il y avait vraiment une belle équipe et bon, on a fait des résultats. Hein, Ouais. on a fait des résultats. Je crois que l'année avant que tu partes, vous finissez deuxième du championnat. Ouais, c'est ça. On finit deuxième. Oh, j'ai passé 3 bonnes saisons là-bas. J'ai été capitaine pendant 1 an et puis je n'ai plus voulu de moi-même. Et puis alors après, je crois qu'on a terminé 3e et 2e. Donc avec quand même une très bonne équipe, mais bon, il y avait Bruges, il y avait Anderlecht, il y avait des très bonnes équipes à ce moment-là également. Donc c'était toujours très compliqué d'aller chercher un titre. Il y avait Genk qui était très bien. Il y avait le Lierse qui était très bien aussi, très bon. Donc il y avait beaucoup d'équipes qui étaient prétendants aux 4-5 premières places, quoi. Et puis voilà, quoi. Après 3 ans, moi je voulais un contrat de 2 ans dans la prolongation. Le club ne m'en donnait qu'un. Et puis alors, au moment d'arriver au club et de signer mon contrat, les conditions qu'on avait négociées au téléphone n'étaient plus les mêmes, donc j'ai refusé. Voilà, c'est ça que j'avais posé comme question. Parce qu'après, tu fais d'autres clubs, donc tu as fait Bruxelles, Dender, ouais. Et un dernier, Lierse. Le Lierse, voilà. Ouais. T'as participé à la montée C'est du ça, Lierse. ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un regret d'être parti l'année avant le titre du Standard, justement? Non, je pense que aussi parce que c'est vrai que moi j'ai fait partie de l'équipe qui voulait à la rigueur être championne, et puis c'est quand je suis parti qu'ils ont été champions. Donc voilà, mais non. Après, je dis, j'ai surtout un regret, je vais dire, pour l'instant dans ma vie de footballeur, c'est d'avoir quitté le Lyon peut-être un peu trop tôt. Avec tout ce qui s'est passé derrière, avec tout ce que j'ai appris après, je crois que j'aurais pu revenir au Standard peut-être un peu plus tard que quand je suis revenu. C'est ça. Et de continuer 1 an ou 2 en plus à Lyon, ça aurait été vraiment top. Mais sinon, j'ai toujours fait quand même des bons choix dans ma vie, dans ma carrière, aussi bien footballeur qu'entraîneur. Et puis voilà, j'ai aucun gros regret dans ma vie pour l'instant. Je fais une petite parenthèse sur Jean-Michel Aulas, qui, surtout les dernières années, a été présenté comme quelqu'un de très excentrique, limite un peu fou. Ouais. Est-ce qu'il était vraiment comme ça? Avec les journalistes en particulier, mais avec les joueurs en tout cas, il n'était pas du tout comme ça. Ok. Ah, il n'était pas du tout comme ça. Il était très il adorait ses joueurs. C'était ses enfants. En fait, ses joueurs, Ouais. c'est carrément ses enfants. Il les défendait tout le temps dans la presse, alors que quand il avait un truc à dire contre un journaliste ou quoi, il prenait pas des pincettes. Quand il avait un truc à dire par rapport à quelqu'un d'autre, il prenait pas des pincettes. Mais par contre, ses joueurs, il fallait pas les attaquer. Il les défendait énormément. Mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup chez lui, c'est que ses prises de parole devant la presse, Ouais. tu savais qu'il allait se passer quelque chose. Ah ouais, complètement. Il savait pas le cacher. Et même après, ça a continué comme ça. Et plus le temps passait, plus il prenait de l'âge, plus c'était pire. Mais je l'ai beaucoup apprécié. Par contre, d'ailleurs, je lui ai envoyé un message aussi quand il a été dehors. Je l'ai revu quand on est allé. J'ai été revoir un match j'ai été faire un match de gala. Là, je l'avais revu. Et puis alors, avant, j'avais été voir Lyon contre Glasgow Rangers en Coupe d'Europe. Et j'avais été invité au club, j'avais été le voir, il m'avait pris dans sa loge et tout. J'avais été le voir, il était super content de me voir. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On sent que le club, c'était son enfant, en fait. Ah ouais, comme le club, ses joueurs, le club, ah ouais, il a eu du mal de. Voilà, de malheureusement, partir. un peu l'inverse de ce qui se passe à Lyon pour le moment. Ouais, voilà, exactement. Ouais. On va pas s'étendre là-dessus, j'en parle assez dans mes chroniques. Bah ouais. Ah, ils ont enfin gagné. Ah, ils ont enfin gagné, ouais. Bah, il était temps. Hein. Ouais. Oui, mais à ce rythme-là, ils vont nous faire un derby en D2 avec Saint-Etienne, quoi. J'espère pas pour eux, mais. On va passer maintenant, si tu veux bien, à l'autre partie de ta carrière. Une fois que tu as raccroché les crampons, on peut déjà dire que tu as terminé là où tu as commencé à Liège. Voilà, j'ai terminé, j'ai commencé déjà en tant que joueur. J'ai dit que dans toute ma carrière, j'ai dit que le club, je vais dire, qui m'a lancé, le club de mon cœur. Ouais.
Eh ben, j'ai toujours dit que je reviendrai un jour ou l'autre comme joueur pour finir ma carrière. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, mais à un moment donné, place aux jeunes. Et puis là, à Liège, à ce moment-là, le club n'était pas très très haut, donc il y avait rien qui... C'est quand vous étiez en promotion? Ouais, on était en promotion, on était en division 3 puis promotion, et puis alors ça se passait pas très très bien, et puis Jean-Paul est arrivé avec Léon Van Remenen pour rebooster un peu le truc, et heureusement qu'il est arrivé, heureusement que les supporters de Liège ont mis de l'argent de leur poche pour sauver le club aussi à un moment donné, parce que sinon on n'avait pas la licence. Donc, on peut vraiment dire que si le club est là encore aujourd'hui, je crois que c'est grâce à ses supporters premièrement et à Jean-Paul Lacombe qui a fait un boulot de fou avec les supporters pour sauver le club. Et alors, après ça, moi, je cherchais à avoir une après-carrière d'entraîneur mais j'avais aucune expérience. Donc, j'ai eu la possibilité d'aller à l'académie. C'est Christophe Dessy et Jean-François Dessart qui m'ont appelé pour voir si ça m'intéressait de venir là-bas. Tu avais passé des cours avant? Oui, j'avais passé mes diplômes et alors j'avais mon diplôme UFA B, UFA A et il me fallait encore la licence pro. Et en allant là-bas au Standard, en signant mon contrat pour l'académie en tant qu'entraîneur de l'académie, éducateur, le club s'engageait aussi à payer ma formation qui coûte quand même plus de 8 000 €. Okay. Donc, c'était quand même un plus aussi pour moi. Et voilà, donc pendant que j'étais entraîneur, je passais ma formation pour la licence pro en même temps. Ça a duré 1 an et j'ai eu mon diplôme. Et donc, même en tant que joueur, tu préparais déjà ton... Ah ouais, même en tant que joueur, j'ai passé mes diplômes. Ouais. Donc, j'ai réussi directement mes 3 diplômes et voilà. Mais les 3 ans à l'académie m'ont permis d'emmagasiner un maximum d'expérience au niveau coaching, au niveau entraînement. Certainement avec les jeunes, il y a beaucoup de variantes, beaucoup de différences au niveau entraînement. On peut jamais répéter 2 fois les mêmes entraînements. Ce qu'avec les pros, on fait beaucoup plus. Okay. Mais avec les jeunes, c'est beaucoup d'entraînements différents. C'était beaucoup de recherche d'exercices. Beaucoup de prises de notes, beaucoup de PowerPoint, des choses comme ça. Tout ça, j'ai appris en formation au Standard. Et puis alors, j'avais toujours dit qu'à un moment donné, j'aspirais à regoûter au stade de Division 1. C'est un peu le mot que j'ai utilisé pour dire que j'avais envie de passer un cap au niveau entraîneur. Je voulais pas être entraîneur principal, je voulais être entraîneur adjoint dans une équipe de première division. Dans un staff pro. Voilà. Et puis alors, Axel Awaré et Jean-François Dessart m'ont un jour... contacté quand j'étais en vacances à Tenerife et ils m'ont contacté pour me dire écoute Eric, on a une possibilité de te faire rentrer comme T3 dans le staff avec Slavo Mouslin qui arrivait avec son T2 Sergei Gorenko. Ouais. Ils arrivaient tous les deux et puis alors moi je suis allé là-bas comme adjoint, donc j'ai été les rejoindre direct en rentrant de vacances en stage en Autriche et puis voilà, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur adjoint comme ça et ça s'est super bien passé. Et en fait, tu as un début. Pardon, mais c'est quand même un début qui a été le plus pourri possible au monde. Enfin, je m'explique. C'est que Slavo Muslim a été pris en grippe par les supporters il était directement déjà en préparation. Si je me souviens bien, parce qu'il testait des joueurs qui n'étaient pas aux bonnes places. Il y a eu une altercation avec, si je me souviens même, Moujangi Bia. Ouais, c'est ça. Il y a une grosse altercation avec Bia. Ouais, c'est juste. Et finalement, il se fait éjecter sous la pression des supporters au bout de 7 matchs. On se fait éliminer contre une équipe, je sais plus qui. On se fait éliminer en Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, ouais. Alors qu'on fait un très bon match, on gagne 3-1 chez nous en Coupe d'Europe le jeudi. Ouais, vous perdez 2-0. Et alors on perd 2-0 et on fait 3-1 chez nous contre Molde. Oui, c'est ça. Contre Molde. Je cherchais. Et alors, il se fait mettre dehors le vendredi, après l'entraînement. Alors que le bilan au championnat n'était pas dégueulasse. Si je dis pas de bêtises, c'était 5 victoires, 1 nul, 2 défaites ou un truc comme ça. Non, je crois pas, on n'était pas si loin, je crois, dans la... Ouais. Je me rappelle plus, mais je me rappelle plus exactement. Oui. Mais en tout cas, il a été mis dehors. Et alors, le vendredi après-midi, moi, je suis convoqué et on me dit, écoute, en attendant, tu reprends l'équipe avec Patrick Van Kett. Et alors, j'ai eu entraînement juste le samedi matin avant de partir en mise au vert à Bruges. Et le dimanche, on a fait le match à Bruges qui a tourné en déconfiture totale. En désastre. Désastre,
on perd. Moi je laisse évidemment la même équipe que les matchs précédents sur le terrain. J'avais aucune emprise sur le groupe. J'essaie de faire du mieux possible. Je coach l'équipe du mieux possible sur le long du terrain, mais je vois que ça part vraiment en catastrophe. On perd 4-1 à la mi-temps pour finir avec un score de 7-1. Et puis alors après on est pris en grippe évidemment par les supporters, les joueurs ils sont fait tuer par les supporters en rentrant, évidemment 7-1 à Bruges. Et puis voilà quoi. Après il y a eu Yannick Ferreira qui est arrivé et on a fait un très très mauvais quand il est arrivé. On a fait 1 sur 18 je crois, donc ça a été 4 ou 1 sur 15. On a vraiment enchaîné 5 matchs ou 6 matchs avec un seul point. C'était très très compliqué. Et on s'est retrouvé dernier quand même pendant quelques semaines. Ça a été très très compliqué. Et puis alors au deuxième tour, ça a été un petit peu mieux. On a pris quelques victoires qui étaient importantes. Et on s'est sauvé, mais tout en gagnant quand même malgré tout la Coupe de Belgique, ce qui était incroyable. Parce que quand tu es dans le fond de classement en championnat et que tu arrives à gagner la Coupe de Belgique, tu te dis que c'est incroyable. Et puis voilà, ça malgré tout une saison qui a tourné à la fin de mon côté. Qui a bien fini, ouais. Mais comment tu te sens parce que du coup, c'est ta première et seule expérience en tant que terrain, mais comment tu vas te sentir complètement abandonné? Ah ouais, bah ouais, moi j'étais abandonné. D'ailleurs, même à la mi-temps, j'ai poussé une gueulante à la mi-temps en réveillant les joueurs. Je dis, mais oh les gars, il va falloir se réveiller ou sinon on va en prendre 7 ou 8 et que je fais comme ça dans le vestiaire. Ah ouais, non, là c'était incroyable. Là. Alors je pouvais faire ce que je voulais et crier sur les joueurs, mais ils étaient amorphes, il n'y avait pas de réaction. Ils étaient tous comme le début de saison. C'est sous l'effet de l'élimination, le changement d'entraîneur, ils savaient pas vers quoi on allait. Ouais. Et puis voilà quoi. En plus Bruges était dans une bonne période à ce moment-là. C'était une grosse machine. Et voilà donc. Ben voilà, oui. Moi je me sentais très mal évidemment dans le car pour rentrer à Liège. Je me sentais très très mal. Et alors je me rappelle que Stéphane Odège, qui était notre chauffeur de car, il nous dit dans le car, bah écoutez, il y a un accueil pour vous à Liège. Là, il y a les supporters qui vous attendent. Il y a entre 200 et 500 supporters qui vous attendent à Liège. Et voilà, donc au moment où on arrive, on voit tous les supporters avec des fumigènes comme ça. Ils étaient en train de foutre un peu le bordel à la grille. Et évidemment, moi, en tant qu'entraîneur du jour, Ouais. je sors en premier. Et les supporters, je vais devant les supporters. Ils me disent carrément, non, Eric, toi, respect pour toi. Par rapport à tout ce que tu as fait, c'est pas ta faute. Sur un match, tu sais rien faire. Mais c'est tous les pourris, donc ils commencent à se prendre en grippe avec beaucoup de joueurs. Moi, je me suis mis un peu en tampon pour essayer de calmer les choses, même s'il y a certains joueurs qui méritaient qu'on leur rentre un peu dedans, franchement, parce que faire le match qu'ils avaient fait, certains, c'était scandaleux. Il y avait carrément un joueur qui m'avait demandé pour sortir à la mi-temps, tellement il ne sentait pas bien, je vais pas dire le nom, mais carrément un joueur à la mi-temps qui me dit, écoute, Eric, sors-moi parce que je suis nul aujourd'hui, je me sens pas bien. Okay. Je dis maintenant tu vas un peu porter tes couilles, je fais comme ça, et pour te sentir mieux, il faudra que tu gagnes un peu tes duels. Je dis parce que c'est pas le cas, mais moi j'ai pas une autre solution. Dans la deuxième mi-temps, tu vas me faire mieux que ce que tu as fait, certainement tu es capable de mieux. Je dis arrête de tuer dessus, j'essaie de lui parler. Okay. Mais en tout cas, je vais dire, lui a été pris en groupe par les supporters parce qu'il connaissait largement meilleur que ça. Et voilà quoi. Donc du coup, les supporters m'ont un peu mis sur le côté mais par contre, les joueurs, c'est vrai qu'ils ont ramassé. Ouais. Je veux dire, à juste titre. Ouais, c'est ça en fait, à juste titre. Voilà. Il y a une question qui m'est venue en regardant ta feuille. C'est que tu as survécu à plein de coachs au Standard, finalement. Ouais. Parce que souvent, quand on vire le coach, on vire le staff qui va avec, malheureusement. Et toi, en fait, non. Donc, tu as eu Yannick, tu as eu Slavo Muslim, tu as eu Michel Prudhomme, tu en as eu quelques-uns. Comment, déjà, toi, dans ta façon de travailler, parce que tu passes, ça change à chaque fois, du coup. Déjà, alors je vais dire, première chose, c'est t'es lié au club. Voilà, moi je suis un peu lié au club. Et puis alors, je connais tous les jeunes qui arrivent petit à petit en équipe première. Je connais beaucoup les jeunes de l'académie, donc je suis là aussi pour encadrer les nouveaux qui arrivent. Donc quand on me demande quel joueur de l'académie est susceptible de pouvoir monter, je commence à citer un peu des noms de joueurs qui sont très très intéressants et qu'on doit continuer à suivre.
Et alors, en fait, j'ai pratiquement presque tout le temps été T3, on va dire. Donc, tu avais un T1, un T2, et moi, j'étais là, entraîneur adjoint. Je faisais du terrain et je faisais beaucoup de relationnel aussi avec les joueurs. Ouais. Bon, je parlais beaucoup avec eux. Je faisais du spécifique avec certains joueurs aussi, après les entraînements, des fois avant les entraînements aussi. Donc, par rapport à ce que je faisais, j'étais quand même bien occupé, quoi. Donc, voilà, j'avais une grosse... Plus avec les joueurs voilà, qu'avec les coachs. J'avais une grosse responsabilité avec les joueurs, beaucoup. J'étais encore jeune, je jouais encore aux entraînements quand il manquait, par exemple, un joueur, quand on avait un chiffre impair, je mettais une chasuble, je jouais encore avec eux, souvent beaucoup. Tous les entraîneurs me le demandaient là-bas quand j'étais au Standard. Donc je prenais encore beaucoup de plaisir. Donc mon après-carrière, au fait, je vais dire, j'ai arrêté de jouer vraiment au foot, je vais dire à 45 ans encore. Mais il y avait une Parce que j'ai continué à jouer très tard, au fait, c'est vrai. Il y avait une question de mentalité aussi, je pense, de montrer un peu, toi, voilà, la montrer aux jeunes, voilà. Et quand ils me voyaient des fois à l'entraînement et que les entraîneurs voyaient encore comme je courais, comme je donnais des passes, des centres aux entraînements ou dans les jeux de possession, quand l'entraîneur me voyait, j'étais un modèle pour les jeunes qui arrivaient. Ils se disaient, purée, à son âge, oui, voilà. Et c'est vrai que je me suis souvent entraîné. J'ai même fait des préparations avec eux en tant que T3. Je courais avec les préparateurs physiques et les joueurs. J'ai fait carrément une préparation complète pendant 3 semaines. J'ai fait une grosse préparation avec eux parce que j'avais envie de me garder fit et parce que je voulais montrer aux jeunes que je savais encore courir. Ouais, alors quand il y en avait un qui était derrière moi, je te dis pas comme ils ramassaient. Je te dis pas comme les entraîneurs. Michel, quand il voyait un joueur qui était derrière moi en train de courir dans les bois ou autre part, ah non, lui, il resserrait les bretelles, il lui remontait les bretelles, comme on dit. Ouais. Mais voilà. Et alors la deuxième chose, c'est au niveau entraîneur. Donc, j'ai une faculté de m'adapter à différents entraîneurs parce qu'il faut savoir qu'un entraîneur, il arrive avec des principes de jeu complètement différents d'un autre. Ça peut être un système de jeu différent. Et ça, c'est compliqué parce que une année, tu dois parler d'un système de jeu avec un joueur. Tu dois parler que ce que veut cet entraîneur-là par rapport à toi. Ouais. Et puis l'année suivante, tu dois donner un autre message parce que c'est un autre entraîneur. Donc, des fois, c'est un peu compliqué, mais je l'ai toujours fait. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours travaillé aussi jamais pour prendre la place d'un entraîneur qui était là. Donc tous les entraîneurs qui m'avaient dans leur staff, ils savaient très bien que moi, j'étais pas là pour prendre la place d'un ou l'autre à un moment donné. Moi, j'étais là vraiment dans mon truc. Je faisais le travail qu'on me demandait de faire. J'étais souvent responsable des phases d'arrêté, on va dire, avec tous les différents entraîneurs qui arrivaient. Ma plus grosse responsabilité, c'était préparer les phases d'arrêté pour l'entraîneur. Et d'intégrer les jeunes joueurs de l'académie en équipe première. Voilà, j'allais justement te demander quel était ton rôle, ton travail précis justement à ce moment-là. Ouais. Et puis tu as quitté le club en même temps que Mbailey, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu te retrouves T2 au club de ton cœur. Ouais, à Liège. Avec Gaëtan. Ouais. Vous êtes quasiment de la même génération. Vous avez joué ensemble, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, on a joué ensemble à Bruges et puis en équipe nationale un peu. C'est ça, donc vous vous connaissiez déjà. Ouais. C'est lui qui t'a recruté? C'est lui qui m'a cherché? Ouais. Ouais, donc j'étais sans rien depuis le mois d'octobre. J'ai été mis dehors du Standard le 4 ou le 8 octobre, le 4 octobre, je crois. Et alors là, je me suis dit, je vais prendre le temps jusque la fin de saison, tranquille, je vais souffler un peu. Ouais. J'ai profité un petit peu de la famille, je profitais de mon fils qui était à ce moment-là à Serein au football, je pouvais m'en occuper un peu plus. Ça me plaisait très bien comme ça, j'avais vraiment envie de souffler un moment parce que quand tu es joueur professionnel depuis tes 17 ans, t'as pas beaucoup de temps libre. Ouais, c'est ça. Puis alors les vacances, malheureusement on a des vacances, évidemment je suis pas en train de me plaindre, mais les vacances sont coupées comme peu de monde ils ont. Nous on a 2 semaines en été, on a 1 semaine en hiver, c'est tout. C'est nous, on va dire, si t'es international, c'est ça, 2 semaines, t'as 15 jours. Voilà, moi j'ai été international toute ma carrière de joueur, donc j'avais jamais de vacances. Mais c'était j'étais habitué comme ça, au fait. Ouais. Et donc, c'était un train de vie qui était là. Et alors, du coup, quand j'ai eu la possibilité de souffler un peu, je me suis dit, écoute, c'est bon, je souffle, tranquille. Ouais. Et alors, je suis parti pour souffler jusqu'au mois de juin. Et à ce moment-là, peut-être avoir des contacts ou l'autre avec un club ou être entraîneur adjoint de nouveau. C'était ma grosse priorité, c'était ça, c'était d'entraîneur adjoint.
Et puis alors j'ai Gaëtan qui m'a appelé après un match qu'ils ont joué à Knock, ils perdent 2 à Knock, c'était Bencic qui était entraîneur. Et Gaëtan m'appelle, il me dit écoute, je viens d'avoir la direction et on va se séparer de Drazen Bencic et le club m'a demandé de prendre l'équipe, mais comme j'ai pas beaucoup d'expérience, je voudrais que tu viennes avec moi pour m'entourer au niveau entraînement et au niveau équipe. Et je lui ai dit, écoute, ouais, sans problème, je le fais jusqu'à la fin de saison et on voit comment ça se passe. Et oui, donc la direction, c'est Pierre-François. Et c'est Pierre. Non, à ce moment-là, il n'était pas encore là. Pas encore lui. Non, okay. C'était pas encore lui. Il est arrivé juste après. Ok. Donc quand je suis arrivé, il y avait juste le président qui était là et Gaëtan qui était directeur sportif à ce moment-là. Et il y avait Jean-François Dessart qui était aussi autour du club. Et puis alors j'ai dit bah ça va, je signe un contrat jusqu'à la fin de saison et puis on verra bien après quoi. Et donc on a repris l'équipe et ça s'est super bien passé. On a fait presque que des victoires sur 11 matchs, je crois qu'on a 9 victoires, je crois un truc comme ça, c'est énorme, c'est 8 ou 9 victoires. Et on termine de la 6e place, on passe premier. Ouais. Donc à la fin du championnat, on est premier, mais malheureusement, c'est les 4 premiers qui jouent au tour final. Et sur les tours finales, bah, là, on finit 2e, et c'est Dender qui est premier, nous 2e. En prenant 12 points sur 18, on est 2e. Et du coup, bah, on ne monte pas. Mais le président était très content de ce qu'il avait vu et on a signé un nouveau contrat avec Gaëtan, quoi, pour voilà. Et ça s'est passé comme ça. Tu vas me donner ton avis, mais d'extérieur, en tout cas du côté supporter, on a l'impression que vous êtes très complémentaires en fait, Gaëtan et toi. Ouais. C'est que j'ai pas l'impression que ce soit lui le T1 et toi le T2. C'est quand on vous voit la façon de faire sur les matchs, les terrains de touche, il y en a pas un au-dessus de l'autre. On dirait vraiment que c'est vous deux les coachs en fait. Mais je pense que Gaëtan m'a pris aussi moi pour ça. Je crois que on travaille plutôt en symbiose, on va dire ça comme ça. Alors que les choses soient claires, Gaëtan est T1 et c'est lui qui prend les décisions, ça c'est sûr. Mais moi je lui donne de temps en temps aussi mon avis par rapport à certaines choses. D'ailleurs il me le demande à chaque fois. Ouais, c'est ça. Sur le banc on discute énormément, on prend les décisions ensemble. C'est lui qui prend la dernière décision et qui décide de ce qu'on va faire, mais il me demande toujours mon avis. Ouais. Donc on discute toujours. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Je dois dire que c'est vraiment un duo et on s'entend super bien. Au fait, que ce soit en dehors du terrain comme sur le terrain, je crois qu'il a besoin de tempérament comme moi aussi, parce que moi je suis quelqu'un qui va beaucoup vers les gens. J'ai un très bon contact avec les joueurs. Et Gaëtan, il faut savoir que oui, mais avant surtout d'être entraîneur, il était directeur sportif. Ouais. Ils sont pas toujours bien appréciés par le groupe de joueurs, parce que c'est eux qui prennent des fois les mauvaises décisions. Les joueurs sont pas toujours contents. Et ça a été très compliqué pour lui de peut-être prendre l'équipe en main. Okay. Donc il avait besoin aussi, Gaëtan, je crois, de quelqu'un comme moi qui faisait un petit peu tampon entre lui et les joueurs. Ouais. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que depuis qu'il est passé entraîneur, les joueurs, ils rigolent avec lui. Mais alors Gaëtan a complètement changé sa manière d'être peut-être par rapport aux joueurs, parce que maintenant il a une vue différente par rapport peut-être aux joueurs. Il arrive à être beaucoup plus proche d'eux maintenant en étant entraîneur que quand il était directeur sportif. Surtout que le directeur sportif, entre guillemets, n'a pas attrait à ce qui se passe dans le vestiaire. Voilà. Tandis que lui, il est constamment en contact avec eux et il a un groupe de joueurs qui se bat pour lui, quoi. Et la moindre des choses, c'est que à Liège, depuis, ça fait 4 ans que je suis le club vraiment intensivement. Il y a vraiment cette sensation de on se bat l'un pour l'autre. Ouais, c'est vrai, même sur le terrain. Sur le terrain, comme en dehors du terrain, on a un groupe franchement très solidaire. Ouais, je pense que le staff a une grosse part de responsabilité positive, je dis là-dessus, parce que on les lâche pas au fait. Ben vous êtes le lien, enfin, je veux dire, on les lien, pour les réunir non plus. On les lâche pas. Alors on travaille d'arrache-pied avec eux. On essaye de maintenant les faire passer du monde amateur au monde professionnel de la meilleure façon qui soit. Mais là, on sent quand même que chez certains, ça sature un peu, que ça devient un peu compliqué au niveau peut-être physique, au niveau duel, au niveau impact, au niveau répétition de match, à un niveau plus
Plus élevé. élevé. Ouais. Parce qu'avant, ils jouaient contre des joueurs amateurs, maintenant, ils jouent contre des joueurs professionnels. C'est pas la même chose du tout, quoi. Mais c'est pour ça, jusque maintenant, les résultats, quand tu vois, c'est phénoménal. Tu aurais dit en début de saison qu'on serait 6e à 5 points du premier ou des 2 premiers et qu'on aurait 24 points sur 45. Jamais on aurait espéré ça, quoi. Je vais dire personne. Parce qu'au fait, on s'est pas vraiment renforcé avec des joueurs qui étaient d'un niveau supérieur. On a gardé tous les joueurs qu'on avait dans notre effectif et les 4-5 joueurs qui sont partis, ils ont été remplacés par 4 joueurs Numériquement, qui du sont même niveau, plus ou moins. du niveau amateur. Donc c'était pas des joueurs qui étaient déjà en D1B, c'est des joueurs qui étaient en division A amateur l'année dernière, qui sont venus avec nous dans une division supérieure, donc ils connaissaient pas le plus haut niveau. Ouais, c'est ça. Et réussir à avoir une osmose, une symbiose comme ça d'équipe avec les nouveaux joueurs qui sont mis directement dans le nouveau groupe, parce qu'ils sont super bien acceptés, que ce soit Adriano Bertaccini, que ce soit Willy Moss, que ce soit Lio Kalima, que ce soit d'autres qui sont arrivés, Lucas a atterri. C'est des gens qui sont directement forgés dans le groupe et qui se sont mis au service du collectif, quoi. Parce que je me souviens de l'interview avec Benjamin, justement, c'était avant la saison. Il y a Cassio aussi que j'oublie de citer, parce que je ne voudrais pas l'oublier, il est très important pour nous aussi maintenant. C'est vrai. Et je crois que dans les objectifs, il disait l'important c'est d'abord de sauver, puis on verra deuxième partie de tableau où on se situe. Ouais. Enfin, il y a quelques semaines, vous étiez à un point de la 3e place ou de la 2e place, quoi. Donc, c'est incroyable ce qui se passe pour vous pour le moment. Ouais, il y a 2 fois, il y a 2 matchs qu'on a joué chez nous le match qu'on a joué chez nous contre Anderlecht et le match qu'on a joué chez nous contre le Liers, on jouait en fin de week-end. C'est ça. Et ben, si on gagnait, on passait 2e, les deux fois. Et on s'est loupé les 2 fois parce qu'on a perdu les deux. On a perdu Anderlecht chez nous, alors qu'on pouvait être 2e, puis on a perdu le Liers chez nous, alors qu'on pouvait être 2e, à 2 points des premiers. Donc c'était très très valorisant. Mais après, il faut rester calme, il faut rester simple. On est, je pense, à la place vraiment où on doit être. Et vu le début de saison, on est content d'où on est, quoi. Ouais, c'est ça, c'est entre guillemets, c'est du bonus dans l'apprentissage Voilà, c'est du bonus et on doit se dire on n'a pas vraiment non plus été dominé dans beaucoup de matchs, mis à part au Berscott, mais les circonstances de match ont été compliquées. Parce qu'on s'est retrouvé à 10, à 1-0 on s'est retrouvé à 10, et puis ils font 2-0 à la mi-temps, ça devient compliqué. Mais on a su même à 10 gérer un match très compliqué au Berscott, quoi. Mais je vais dire, on a été dominé, je pense, au Berscott, le match, et chez nous la première mi-temps contre Lommel. Oui, je me souviens qu'il y avait un petit milieu de terrain qui touchait tous les ballons. On n'a pas touché la balle pendant 45 minutes là-bas, en première mi-temps contre Lommel. On s'est dit, là, c'est vraiment la meilleure équipe du championnat. Et puis alors, il y a eu les jeunes d'Anderlecht qui étaient pas mal non plus. Les jeunes d'Anderlecht, ça joue. Et puis alors, là, on vient de voir des matchs qu'ils ont joués. Franchement, c'est une équipe, ça m'étonnerait pas qu'ils finissent dans les 3 premiers quand même. Parce qu'ils ont vraiment un très très bon niveau. J'ai encore 2 petits aspects à aborder avec toi que je te libérerai. D'abord, j'ai une sorte de vanne, on va dire. C'est que je l'ai posé à Thibaut Père. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que souvent on met au bac droit celui qui a le moins de talent dans l'équipe? Ouh, T'as jamais entendu ça? Ah non, j'ai jamais entendu, mais... Ça devait être pour moi, alors. Ah non, c'est possible, non. Je répondrai que de toute façon, il faut de tout dans un groupe, qu'il faut des joueurs. Mais moi, en tout cas, je me suis jamais vraiment... D'ailleurs, les gens qui connaissaient ma façon de jouer, je pense qu'on m'a jamais considéré comme un vrai back droit, parce que j'étais fort offensif, je pense. Donc j'étais plutôt un joueur de flanc. Et je m'éclatais encore plus quand j'étais tout seul sur le flanc. À Lyon, j'ai joué quelques matchs tout seul sur le flanc. Et je crois que c'était les meilleurs matchs que j'ai fait dans ma vie, quoi. Tout seul sur un flanc, comme ça, avec beaucoup de boulevards devant, beaucoup de courses à faire, beaucoup d'espace. Tu avais une capacité de course incroyable, quoi. Ouais, j'étais pas très rapide, mais j'avais une faculté d'accélération au bon moment, en fait. Même après 90 minutes, on t'aurait mis un deuxième match. Ouais, voilà, sans problème. Non, j'avais une grosse qualité physique au niveau VMA pour courir. Et je l'ai utilisé du mieux possible dans ma carrière. Et je me rappelle, même en fin de carrière, j'ai fait des matchs de gala et j'avais carrément l'autre joueur qui me disait, mais t'es fou. J'ai joué contre Lizarazu qui était aussi une machine.
J'ai joué un match de gala une fois contre Lizarazu et il me dit à la mi-temps, mais t'es fou, arrête de courir comme ça, c'est un match de gala. Il me dit, j'arrête pas de devoir courir derrière toi. Il me dit, ah, il courait beaucoup aussi, attention. Ouais, hein. ouais. C'est vrai Mais que c'est parce qu'on s'entendait bien et tout, et on était à l'hôtel ensemble. En plus, on avait fait un match de gala à Nantes. C'était France 98 Ouais. qui avait été championne du monde, et ils organisent des matchs chaque année avec des équipes étrangères. Et là, c'était une sélection d'équipes de l'étranger. Il y avait Mbo Mpenza et Philippe Léonard de la Belgique qui étaient là-bas avec moi. Et il y avait des gars comme Ray Ziger, Rui Barros dans mon équipe. Il y en avait plein d'autres. C'était phénoménal, c'était un rêve. Et on a joué à Nantes devant 36 000 personnes ce match, et on était à l'hôtel avec les Français. Il y avait Lizarazu de l'autre côté, il y avait Zidane, tout ça. Et on a eu un repas de gala le soir. Donc on se côtoyait pendant 2 jours, on est sortis en discothèque tous ensemble le jour avant le match de gala. Mais là c'était prévu parce que Carambeu avait une discothèque à Nantes. juste, je me souviens. Donc on s'est retrouvés dans sa discothèque avec Trezeguet qui était en train de mixer, d'autres qui dansaient. Ah ouais, vraiment une super ambiance, quoi. Franchement, on était tous en symbiose, et le lendemain on devait jouer, quoi. Et sur le terrain, évidemment, il y avait un super contact, et c'est là qu'on se parlait plus que de jouer sur le terrain, quoi. Il y a un aspect très important maintenant dans le football, c'est l'aspect technologique. Il n'y avait pas à ton époque. Ouais, totalement, ouais. Je suis pas bon. Je revois mes positions au fur et à mesure d'en parler avec les pros comme toi, comme les joueurs. De base, je suis assez contre les data. Je trouve que ça dénature assez le foot. Ouais. En tout cas, l'instant du foot. Ouais. Mais pour en avoir parlé avec Thibaut Père justement dernièrement, il me disait que c'est important pour un club comme l'Union qui recrute énormément sur data, qui arrive à cibler pile le joueur qu'ils veulent dans leur schéma, etc. Ouais. Est-ce que toi tu ne trouves pas que ça a trop d'importance maintenant, qu'on accorde trop d'importance à ça? Moi, je trouve que c'est devenu nécessaire, mais qu'on y accorde trop d'importance, et que surtout il faut pas qu'on tombe dans l'analyse que des data. Okay. Il faut continuer à regarder les prestations des joueurs, et surtout ne pas commencer à comparer 2 postes qui sont différents, par exemple. Ouais. Par exemple, un défenseur avec un ailier, par exemple. Un défenseur, on sait très bien que sur un match, il va peut-être faire 8 km, tandis qu'un ailier va en faire 11 ou 12, quoi, ou un milieu de terrain. Donc, il faut pas qu'on tombe dans le truc de trop dans l'extrême. Je pense que ça peut servir, et de toute façon, maintenant, ça doit servir, parce que quand tu vois un joueur qui, par exemple, n'a pas couru assez, tu peux, avec les datas, lui dire, regarde un peu, là, hop, l'ailier opposé a fait ça, et toi, tu jouais contre lui, et toi, tu as fait ça. Parce qu'au fait, tu as les datas de l'autre équipe aussi quand tu joues des matchs. Tu as les deux, hein, donc tu peux comparer aussi en tout. Hein. Alors, il y a la façon dont tu joues, il y a la mise en place de ton équipe qui est importante aussi par rapport à l'autre équipe. Mais c'est sûr que c'est devenu très important pour tous les entraîneurs. Et maintenant, celui qui n'est pas du tout pour les data, je crois qu'il ne va plus avoir sa place malheureusement dans un staff ou dans le football, parce que c'est devenu très important. Et la personne qui dit que ce n'est pas intéressant, il va petit à petit, on va plus lui demander de venir dans un staff, parce que tout le monde l'utilise maintenant. Mais c'est ça que je me disais. Est-ce que à trop se baser sur les datas, sur toi tu peux courir autant de kilomètres que toi, donc je vais prendre celui qui court plus, oui, mais lui il a peut-être l'intelligence de placement qu'on ne verra pas. C'est ça que je pense. Dans les papiers. C'est ça que je pense. Il y a des joueurs qui sont très intelligents et qui ont peut-être moins besoin de courir qu'un autre pour prendre une bonne position, rien que parce qu'il est plus malin et qu'il a déjà un temps d'avance. Donc, au lieu de laisser passer, je prends un exemple, un joueur que tu vas laisser de l'espace et qui va passer 3 mètres à côté de toi et que tu vas commencer à courir derrière. Et là, tu vas faire des kilomètres. Et on va peut-être regarder le nombre de kilomètres que tu fais. Alors que c'est des kilomètres que tu fais pour défendre derrière lui, à courir derrière lui. Tandis que si tu es malin et que tu as une lecture de jeu beaucoup plus rapide, tu vas simplement prendre une position avant que l'autre puisse courir. C'est ça. Donc, tu vas moins courir. Tu vas le couper. Tu vas le couper sa course ou le couper en deux s'il passe. Et ça, on peut pas dire. Non, tu vas lui couper l'espace, on va dire. Mais alors, ou alors découper. Oui. Mais non, mais je crois qu'il y a aussi ça. Il y a aussi la lecture rapide du jeu qui fait que tu cours moins. Un milieu défensif, par exemple, ça doit être très malin. Ça doit prendre des positions vraiment très très bonnes sur le terrain pour empêcher justement les infiltrations d'autres joueurs adverses, quoi.
Mais si tu ne le fais pas bien, ben, tu as tendance à devoir courir vers l'arrière. Ok. Ah ouais. Allez, dernière question. Dans toutes les stars que tu as pu croiser, parce que à l'époque c'était des vraies stars, j'aime bien ce mot-là. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus que les autres, que ce soit en équipe nationale ou en club ou que tu as affronté même? Ouais. Moi, il y a évidemment plusieurs avec lesquels je l'ai joué. Il y a Juninho, évidemment, parce que lui, ça a été vraiment une star parce qu'il a été mis en avant par ses coups francs, mais c'était tellement phénoménal. Oui. Mais il n'est pas star parce qu'il marquait des coups francs et que il est arrivé à Lyon et qu'il s'est montré avec ses coups francs. Il est star parce qu'il a mérité, parce qu'il a travaillé. Moi, je l'ai vu à l'entraînement, hein, le gars. Moi, je l'ai vu à l'entraînement. Le gars, il restait une demi-heure, 3/4 d'heure à mettre des coups francs tout seul, tout le temps. Hein. Il avait un keeper, il mettait un grand mur et il frappait coup franc sur coup franc. Donc, c'était le travail. Il y avait les matchs, il y avait les entraînements. Mais à côté de ça, il y avait le travail. Hein. Après, ouais. Oh là là, lui, il travaillait. Sonny Anderson, autre star avec laquelle j'ai joué. Après les entraînements, il me demandait à droite de donner des centres. Je donnais des centres. Et lui, finition. Il n'arrêtait pas. Hein. Mais alors, c'est des stars qui sont devenus des stars, mais par le travail aussi. Ouais. Ils l'ont pas été parce que des journalistes les ont mis en avant par rapport à un bon début de carrière ou à un truc comme ça, comme c'est souvent le cas et comme on en a parlé tantôt. Moi, je les ai vus, ces gars-là. Ils sont pas arrivés stars pour rien. Ronaldo, hein, c'est pas une star pour rien non plus. Il se soigne. Pas d'alcool, pas de pizza. Sauf une de temps en temps, à mon avis, quand même. Ça, il ne le dira pas lui-même. Mais j'espère pour lui quand même qu'il en profite. Ouais, parce qu'il doit pas être marrant comme mec, sinon. mais je vais dire, il est pas arrivé. C'est le premier arrivé aux entraînements. Moi, j'ai vu une interview une fois sur lui et un reportage sur lui. C'est le premier arrivé aux entraînements et c'est le dernier à partir des entraînements. Eh ben, en fait, oui, il y a la question qui divise, hein, toujours Messi ou Ronaldo. Ouais. Moi, j'ai un avis tranché sur la question, c'est que je préfère Ronaldo parce que il met plus de son côté pour arriver. Il a dû travailler pour en arriver là que Messi est entre guillemets né dedans. Le talent basique, ouais. Mais c'est difficile. Pour moi, on doit être content ils sont incomparables et ils sont vraiment phénoménales tous les deux. Ouais. Ils sont exceptionnels tous les deux. Messi, c'est par sa faculté de dribble, ses accélérations, rentrer dans des espaces fermés, faire et marquer des buts. Et Ronaldo, c'est son impact sur le jeu. Il a une prestance et il a un bon centre, il a un beau tir, il a des bons dribbles. C'est deux joueurs exceptionnels, franchement magnifiques. Ben voilà, ouais. On peut se quitter sur ce mot-là. Ce beau mot. Sur ces beaux mots. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup encore, si vous êtes toujours là, hein, j'espère. On se retrouve très très vite pour d'autres interviews qui arrivent là cette semaine, ça va arriver. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut. Ciao.